Ce film, fruit d'une fréquentation quotidienne des animaux et de leur milieu, a été tourné au cours des années dans le strict respect de leur tranquillité. Le non-dérangement des animaux sauvages, indispensable à la survie des espèces rares, est un impératif moral que nous nous sommes fixés et qui a été traduit dans la loi de 1976 sur la protection de la nature. Printemps aux Pyrénées. À la rencontre du grand tétras. C'est la forêt de hêtres et de sapins qui abrite cet animal sauvage et mystérieux. Immobilité, discrétion, prudence extrême caractérisent le grand tétras. Silhouette massive, bec puissant du broyeur de graines et de bourgeons, solide patte du marcheur, utilisée aussi pour fouiller le sol, voici brossé le portrait du gros oiseau. La présence de cette harde d'isard le laisse presque indifférent. Il n'en serait pas de même pour l'ennemi, l'homme, qu'il fuit avec terreur. Ce serait alors dans le silence de la sapinière, l'envol lointain et plané, à peine perceptible, d'une silhouette tout de suite estompée, ou au contraire le départ précipité et bruyant de l'oiseau surpris. Mais pourquoi cette soudaine arrogance, cette démarche de souverain? Voici notre farouche, notre timide devenu grand seigneur, comme indifférent aux dangers qui l'entourent. C'est pour lui le temps des amours. Au printemps, coqs et poules se rassemblent sur l'aire de champs, lieu de prédilection fréquenté chaque année pour les pariades. Irrépressible puissance des pulsions sexuelles, canalisée, codifiée dans des comportements précis, invariables, qui exigeront des jours de prélude, de jeux rituels, avant d'aboutir à l'accouplement. Descendu du sapin où il a passé la nuit et chanté ses premières strophes, le grand coq entame ses parades au sol. Plume de la queue écartée en roue, ailes baissées, poitrail gonflé, barbe hérissée, il lance régulièrement sa strophe. C'est cet ensemble de stimulations, de signaux visuels et auditifs, qui peu à peu envoûtera la femelle aux couleurs de feuilles mortes. Au sein même de l'aire de chant,
espace collectif, chaque coq délimite en le parcourant en tous sens son propre territoire de champ, espace individuel de quelques mètres carrés, qu'il défendra farouchement contre ses rivaux et sur lequel se déroulera l'accouplement. La proximité d'un rival excite l'agressivité du coq. Si l'un d'eux s'approche de son territoire, la tension monte. Le chant, les attitudes se font plus précipitées, plus violents. Et c'est parfois la prise de bec, ou bien le véritable combat, empoignade terrible, cris gutturaux, violents coups d'aile, volées de plumes. La femelle appelle aussi les mâles par ses caquettements sonores et ses attitudes particulières. L'accouplement. Paradoxe, l'oiseau qui grimpe aux arbres. Le tétras préfère souvent la marche au vol. Pattes massives, bec puissant. Mais que dire alors du tube digestif et du gésier? Voici le coq au gagnage. Il se nourrit. Bourgeons de hêtre, rameaux entiers parfois, chatons de bouleau qui, avec les bourgeons de sapin, forment l'essentiel de sa nourriture printanière. À l'automne, il se gavera de baies, myrtilles, framboises et, à l'occasion, d'insectes et de petits animaux. Vous connaissez le réflexe du lézard qui abandonne sa queue entre les mains ou les dents de son agresseur. Le coq de bruyère possède un réflexe semblable, dit mu d'effroi. En proie à une peur soudaine et violente, il fuit, laissant sur place, brusquement, une volée de plumes qui désoriente les prédateurs. Le territoire de ce mâle est assez caractéristique. Au centre, une zone dégagée d'où il peut voir et peut-être surtout se faire voir. Au pourtour, une végétation plus dense qui lui permet de se dissimuler en cas de danger. Enfin, tout près, un vénérable sapin qui lui servira, après le chant, de gîte et de couvert. Le coq, maître de son territoire, l'exprime par une suite de sauts,
Il déclenche ainsi la réponse identique de ses rivaux. C'est également par des attitudes codifiées, coups enfoncés dans les épaules, tassement contre terre, simulation du picorage, que la femelle incite à l'accouplement. Accomplissement. Dès l'accouplement réalisé, la poule quitte son amant à tire-d'aile. Le grand tétras est en régression constante à cause de la destruction de son biotope, de la chasse. Le dérangement par les curieux pendant les pariades compromet aussi l'avenir de l'espèce. L'homme a toujours voulu dominer, posséder la nature. La nature est malade. Serons-nous capables de la laisser vivre pour elle-même ?